Salut tripeux d'horreur! Pour beaucoup, le mois de novembre, c'est synonyme de déprime, puis plusieurs comme moi souffrent de déprime post-Halloween. Donc, avant qu'il se mette à neiger puis que l'hiver s'installe pour de bon, je vais essayer d'éviter que la déprime grise de novembre s'installe trop vite, puis me gâter en vous parlant d'un film que j'adore, mon film préféré, Freddy vs Jason. Je l'aime tellement que j'ai même gardé mon billet de cinéma. C'est vraiment un film que j'adore, que ce soit pour ses morts over sanglantes puis son body count élevé que pour sa soundtrack. Parce que oui, une partie de l'amour que j'ai pour Freddy vs Jason, c'est pour sa bande sonore. Avant de voir ce film-là, j'écoutais pratiquement que du Metallica. Que ça. Quand j'étais ado, j'étais au top de mon fanatisme pour le band. Je tripais solide, mais solide. Les murs de ma chambre étaient tapissés de dessins grandeur nature de guitare, faites à l'œil, puis de dessins inspirés de leurs chansons. Bref, j'ai découvert Il Nino, Killswitch Engage, puis Chimera en allant prendre place dans la salle de cinéma pendant que le générique de la représentation précédente de Freddy vs Jason roulait encore. Tu sais, quand t'as des souvenirs avant même que le film commence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Non, pas par rapport à Metallica, ça c'est fini. Bref, j'ai remis mon chandail. Non, j'aimerais juste ça, expliquer le pourquoi que je trippe autant sur Freddy vs Jason. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'aime autant les films d'horreur full cheesy? Et bien, c'est parce que depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours été curieux par rapport aux films d'horreur. Puis tout ce qui fait peur m'a toujours attiré, tu sais. Fantômes, hantises, possession. Là. Je regardais Chair de poule puis Fais-moi peur en m'imaginant que ça allait être ça, les films d'horreur pour adultes. Des pantins diaboliques, des voisins vampires, des épouvantails qui reviennent à la vie la nuit, des grosses glues qui avalent tout sur leur passage. Tout ça, mais en plus épeurant, en plus dégueu. Puis je m'intéressais surtout aux vieux films d'horreur, ceux qui faisaient supposément vraiment peur. Ceux que ma mère me parlait pendant le temps de l'Halloween quand ça y tentait de jaser de films d'horreur, ceux que j'entendais parler dans le cours d'école par les plus vieux, ou ceux qui des fois faisaient surface dans des conversations entre adultes après des soupers en famille. Ces films-là, c'était les Aliens, The Exorcist, Predator, Halloween, Hellraiser, Candyman, Texas Chainsaw Massacre, les Jason, les Freddy, la série Evil Dead. Tout ça, pour moi, c'était the shit. Même sans les avoir vus, j'avais dans l'idée que c'était ça l'horreur, le vrai. Donc, quand j'ai su que Freddy allait se mesurer à Jason dans Freddy vs Jason, j'ai pas pu faire autrement que juste capoter. Enfin, j'allais pouvoir voir ces deux monstres-là sur grand écran. Enfin, j'allais pouvoir goûter à la magie des films d'horreur dits classiques, plus qu'en regardant ma télé au volume minimum ou carrément en sourdine, quand je pognais un Friday the 13 en plein milieu de la nuit sur la télé, puis que je devais l'éteindre pour pas me faire pogner par mes parents. Oh my god, imagine le nombre de paires de seins que j'ai manqué. Pour en revenir à Freddy vs Jason, c'est vraiment dès les premières images, quand on voit les flashbacks des kills de Freddy, que j'ai su que je m'étais pas trompé. Que j'ai su que j'allais aimer ce film-là, puis tous ceux qui ont précédé. De voir des kills aussi créatifs, ça m'a mis sur le cul. Je me souviens avoir particulièrement aimé celui de Dream Warrior, l'espèce de pantin suicidaire. Quand je regarde Nightmare 3, c'est vraiment le kill qui m'impressionne le plus encore aujourd'hui. C'est vraiment magique comme scène. S'il y a bien une chose que Freddy vs Jason réussit à la perfection, c'est d'ouvrir la porte vers de nouveaux horizons, de rediriger vers d'autres films d'horreur hautement supérieurs, que ce soit les vieux Friday, les vieux Nightmare ou autres. Freddy vs Jason, c'est comme un greatest hits. C'est le film parfait pour commencer à s'immiscer dans le monde de l'horreur. C'est un excellent slasher. Ah, puis je confirme que toute opinion par rapport au film va être biaisée. Je le dis au cas que c'était pas clair jusqu'à date. Évidemment, quand Freddy vs Jason est sorti en DVD, ça a pas pris de temps que je me le suis acheté. Puis après l'avoir revu, j'ai regardé tous les bonus qui étaient ces DVD. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait voir le film sous un tout autre angle, ce qui a juste fait en sorte que je l'aime encore plus. Aujourd'hui, j'ai upgradé pour la version Blu-ray. Mais j'avoue que je m'ennuie du cover tout shiny de la version DVD que j'avais avant. C'est sûr qu'à l'époque, j'étais pas au courant de tout le chemin qu'a parcouru l'idée de faire un film de Freddy vs Jason. Je savais pas par combien de versions le film était passé, ni combien de fois il a failli être fait. Puis éventuellement, j'ai vu tous les films des deux franchises, puis j'ai voulu le savoir. Puis heureusement pour moi, c'est pas les documentaires qui manquent sur le sujet. Tout d'abord, il y a His Name Was Jason, un petit documentaire d'1h30 avec comme animateur Tom Savini. Sorti un peu avant que le remake sorte en salle, c'est plus un survol de la série avec un best-of des kills. Ensuite, il y a Never Sleep Again, le documentaire sur la série de Nightmare on Elm Street. Un gros 4 heures de détails de production, d'interviews puis d'anecdotes avec comme narratrice nul autre que Heather Langenkamp.
Nancy du premier Nightmare. Et puis, Crystal Lake Memories, fait par la même équipe derrière l'excellent Never Sleep Again. Cette fois-ci, on a droit à 7 heures de documentaires, de détails de production, d'interviews puis d'anecdotes. Mais cette fois-ci, c'est narré par Corey Feldman, Tommy Jarvis de Friday Cat. Pour tous les fans finis de la série Nightmare puis ceux de Friday, Never Sleep Again puis Crystal Lake Memories sont les meilleures sources pour absolument tout savoir sur les deux franchises. Puis je les ai justement regardés récemment avant de vous parler de Freddy vs Jason. Tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de production et dans les anecdotes, un petit résumé du film. Dans Freddy vs Jason, Freddy a plus de pouvoir ou presque. Il n'y a plus personne qui rêve à lui, pas mal tout le monde l'a oublié. Fait qu'il utilise le peu d'énergie qui y reste, puis il rentre dans les rêves de Jason Voorhees en se faisant passer pour sa mère. Make them remember what fear tastes like! Dans le but de s'en servir, pas mal mieux que le culte de Thorn utilise Michael Myers dans Halloween 6, en l'envoyant à Springwood pour faire à croire aux habitants qu'il est de retour. Mais évidemment, il n'y a personne qui peut contrôler Jason. Il se met à voler les kills de Freddy. She's mine! Mine! Ce qui le rend jaloux. Les jeunes qui habitent sur Elm Street pensent que c'est vraiment Freddy qui est derrière les meurtres récents. Puis ils décident d'entrer par infraction dans l'hôpital psychiatrique de Weston Hill pour aller voler un médicament qui supposément empêcherait de rêver, le hypnocil. Mais ils se rendent compte bien assez vite que c'est Jason qui est derrière tous ces meurtres-là. Parce qu'il arrive à l'hôpital lui aussi. Freddy, qui a pris possession d'un des jeunes qui venait de fumer un bat, réussit à s'approcher de Jason puis injecter 2 seringues pleines de calmants. Jason s'endort, puis Freddy peut enfin s'en prendre à celui qui a volé son fun depuis tout le début du film. Pendant ce temps-là, les ados décident de le ramener à Crystal Lake pour que Jason ait l'avantage du terrain, puis un des jeunes s'endort pour ramener Freddy dans le monde réel, pour que les deux puissent finalement s'affronter. Freddy vs. Jason. Place your bets. Freddy vs. Jason est évidemment inspiré des films des années 30-40 où les monstres classiques de la Universal s'affrontaient dans des films comme Frankenstein Meet the Wolfman, House of Frankenstein, puis House of Dracula. Les années 70-80 ont donné naissance à plusieurs monstres marquants au cinéma, fait que c'était juste une question de temps avant que ce mode-là des années 40 revienne. Après Friday 6, l'idée d'amener Freddy dans le monde de Jason a commencé à apparaître dans les discussions quand il est venu le temps de parler de Friday 7. Les producteurs voulaient que cette fois-ci Jason ait un adversaire de taille, mais à défaut d'avoir les ressources nécessaires, les droits du personnage de Freddy, ils ont donc arrêté leur choix sur Tina Shepard, pretty much un rip-off de Carrie. Look what you're doing to us. Mais l'idée de faire un crossover avec Freddy était pas morte pour autant. À chaque sortie d'un Friday ou Nightmare par la suite, les fans demandaient si le prochain serait Freddy vs Jason. New Line Cinema, qui détient les droits de la franchise de Nightmare on Elm Street, aurait même essayé de s'entendre avec Paramount, qui détient les droits de Friday the 13th, pour que le film se fasse à la fin des années 80, mais sans succès. C'est juste après les résultats décevants de Friday 8 que finalement Paramount a commencé à chercher à vouloir se débarrasser de son mouton noir. Je dis mouton noir parce que dans le fond, depuis les débuts de la série de Friday the 13th, Paramount s'attendait pas à un tel succès, puis il gardait la franchise en vie juste parce qu'elle faisait de l'argent. Mais même si la série rapportait, elle était considérée comme gênante pour Paramount. Pour eux, Friday c'était pas une fierté. Puis avec The New Blood, puis Jason Takes Manhattan, avec qui les profits n'ont pas été au rendez-vous, Jason est donc devenu un boulet. New Line Cinema a donc vu l'opportunité d'enfin offrir aux fans le crossover qu'ils ont tant rêvé. Puis avec l'aide de Sean S. Cunningham, le réalisateur du premier Friday the 13th, ils ont réussi à acheter les droits pour Jason Voorhees puis Crystal Lake. Mais pas le nom Friday the 13th. Le premier film à être sorti sous la bannière New Line Cinema, ça a été Jason Goes to Hell, The Final Friday en 93. Loin d'être le comeback du tueur au masque de hockey que les fans attendaient puis réclamaient, il y avait quand même une lueur d'espoir à la fin du film. Parce que tout juste avant le générique, on peut voir le bras de Freddy sortir de terre puis agripper le masque de Jason puis l'amener en enfer. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était donc officiel. Freddy vs Jason était en développement. En passant, le bras de Freddy, c'est en fait le bras de Kane Hodder, Jason en personne. Avoir les droits de la franchise de Friday, c'était une chose, mais réussir à pondre un scénario qui rendrait justice à ces deux séries établies depuis plus de 10 ans, c'était une autre paire de manches. New Line Cinema s'est vite rendu compte que de réunir ces deux titans de l'horreur à l'écran, c'était loin d'être une tâche facile. Parce qu'après tout, les deux sont pas dans le même monde. Jason est dans le monde réel, puis Freddy est dans le monde des rêves. Donc, au fil des années, une quantité assez impressionnante de scénaristes ont essayé de trouver la combinaison gagnante, puis plusieurs scénarios
parfois vraiment ridicules, se sont enchaînées sans jamais dépasser le stade de l'écriture. Quelques-unes de ces histoires-là avaient quand même quelques éléments intéressants. Comme par exemple, dans un des scénarios, il y avait un culte de fanatiques dédié à Freddy, appelé les Fredheads, qui avait comme but de ramener à la vie le tueur de Springwood. Pas pire quand même. Mais dans un autre des scénarios, Freddy devait ramasser 13 démons des rêves pour avoir ses pouvoirs. Puis dans un autre, Freddy et Jason, rendus en enfer, faisaient face à Satan, qui leur proposait un genre de compétition. Les deux pourraient retourner sur Terre pour une période de temps déterminée, puis celui qui réussirait à ramasser le plus d'âmes pendant ce temps-là aurait le droit de rester. L'autre retournerait en enfer pour être oublié à jamais. À un certain moment, Jason se faisait arrêter, puis il se retrouvait au banc des accusés pour subir son procès, puis Freddy, lui, il pissait dans le Saint Graal. C'est Indiana Jones qui serait pas content. C'est assez comprenable pourquoi il n'y a aucun de ces scénarios-là qui a été choisi. Tu sais, Freddy qui aurait violé la mère de Jason, ou Jason lui-même pour ensuite le noyer pour pas qu'il en parle, là. Sorry, mais who the fuck violerait Jason? Personne, c'est bien ça que je pensais. Finalement, c'est Mark Swift et Damien Shannon qui ont fait le bon choix de pas modifier l'origine ni le passé des personnages dans leur scénario, de tout simplement réunir Freddy et Jason à l'écran, parce qu'après tout, c'est eux autres que les fans veulent voir, c'est eux les stars du film. Donc, après près de 10 ans de développement, Freddy vs Jason allait enfin entrer en production. Une fois que New Line allait avoir fini, Jason X, qui est sorti en 2002. Malgré tout, tout n'était pas réglé. Il restait encore à trouver quelqu'un pour combler le poste de réalisateur. Plus d'une quarantaine de personnes ont été rencontrées par les producteurs jusqu'à ce que les scénaristes du film suggèrent à Robert Shaye, le fondateur de New Line Cinema, Ronnie Yu, qui avait réalisé Bride of Chucky en 1998. Au début, M. Yu a refusé en disant qu'il était tout simplement pas fan des deux franchises. Mais aussi surprenant que ça va le paraître, c'est exactement ça que New Line Cinema cherchait. Il cherchait quelqu'un avec une vision différente du projet qui pourrait apporter un vent de fraîcheur puis un angle tout à fait nouveau. Puis finalement, après plusieurs meetings, Ronnie Yu a fini par accepter. Ah, puis si j'ai toujours pas parlé de Wes Craven, le créateur de Nightmare on Elm Street, c'est parce qu'il faisait pas partie de la production de Freddy vs Jason. Sa participation au monde de Freddy s'est arrêtée avec la sortie de New Nightmare en 1994. Il avait donc pas son mot à dire sur les directions qu'aurait pu prendre le film. Ce que je trouve un peu injuste parce que Sean S. Cunningham, le réalisateur du premier Friday, il fait partie des producteurs. Après ça, comme si c'était pas assez d'être resté coincé en development hell pendant près d'une décennie, des problèmes au niveau du casting de l'acteur qui allait arborer le masque d'hockey sont survenus. Tout le monde prenait pour acquis que Jason serait interprété par Kane Hodder, l'acteur qui avait le rôle depuis Friday 7. Même Kane Hodder lui-même était persuadé que ça allait être lui qui allait casser la gueule à Freddy. Au final, le choix s'est arrêté sur le cascadeur canadien Ken Kirzinger, mais les raisons derrière son embauche sont un petit peu floues. Il y en a qui disent que ce serait l'idée de Ronnie Yu, mais la raison principale ce serait que les producteurs voulaient une différence de grandeur plus importante entre Freddy et Jason. Parce que l'acteur qui incarne Freddy, Robert Englund, mesure 5 pieds 10, Kane Hodder mesure 6 pieds 2, puis Ken Kirzinger 6 pieds 5. On recherchait vraiment un effet David contre Goliath. Il n'y a pas juste Jason qui a été recasté par exemple. Betty Palmer, qui jouait sa mère dans le premier Friday, a refusé de reprendre le rôle. On lui aurait demandé 3 fois dans les années précédentes Freddy vs Jason, puis à chaque fois elle a dit non. Après ça, la production a pu continuer sans vraiment de problème. Mis à part un accrochage entre Ronnie Yu et l'actrice qui interprète Gibb, Catherine Isabelle, au sujet de la clause de non-nudité de son contrat, qui finalement s'est réglée par l'utilisation d'une doublure. Oh my god, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, j'étais sûr d'avoir vu les seins de Catherine Isabelle. Ma vie est un mensonge! Il y a évidemment eu plusieurs réécritures de scénario pendant la production. Des fois, ça faisait en sorte que certaines scènes faisaient moins de sens, ou des fois, certaines lignes de dialogue avaient juste l'air sorties de nulle part, puis avaient plus leur place. Wait a minute. Freddy died by fire, Jason by water. How can we use that? Mais il y a un changement en particulier que je trouve vraiment dommage qui a été fait. Vers la fin du film, quand Kia, personnage interprété par Kelly Rowland de Destiny's Child, et non la Sportage, se met à insulter Freddy et à le traiter de faggot en chandail de Noël. Tell me something. What kind of faggot runs around in a Christmas sweater? Originalement, c'était 100 fois mieux. Kia était censé faire sensiblement le même speech que Nancy dit à Freddy à la fin du premier Nightmare. I take back every bit of energy I gave you. You're nothing. Mais à ce moment-là, elle aurait fait face à Jason. Puis Freddy serait arrivé en arrière d'elle en disant « Wrong one, bitch! » Comment, c'est du pur bonbon, je comprends pas pourquoi que c'est l'autre scène qui a été choisie. C'est vraiment malheureux parce que ça veut dire que dans la version originale, Freddy avait plus de kills. Bah, au moins un de plus, là. À moins qu'on compte le kill du personnage de Freeburg, le poteux,
il est sous l'influence de Freddy, puis c'est Jason qui le chope en deux. D'après moi, celui-là, c'est plus du teamwork. C'est un kill partagé. Pis ça tombe-tu pas assez bien, il y a 2 morceaux. Il y en a un chaque. Parlant de Freeburg, le personnage est un rip-off flagrant de Jay de Jay and Silent Bob de Kevin Smith. Il y a même une joke là-dessus dans le documentaire Never Sleep Again, où Jason Mewes, l'acteur qui incarne Jay, parle de son expérience sur le plateau de tournage de Freddy vs. Jason. Jusqu'à temps qu'il se rende compte que non, il a pas joué dans le film. Il fait juste se lever puis il s'en va. Sinon, à part de ça, il y a quand même quelques anecdotes intéressantes, dont celle de Monica Keena qui interprète Laurie, la personnage principale. Quand elle avait 8 ans, elle a été traumatisée par Freddy. Elle est allée chez une de ses amies, puis elle a regardé Nightmare on Elm Street, puis elle a pas pu dormir pendant plusieurs semaines. Elle en a même perdu presque 10 livres. Son enseignante s'inquiétait même de son état de santé. Il aura fallu que sa mère trouve une photo de Robert Englund avec et sans maquillage pour réussir à convaincre sa fille que Freddy n'était que le fruit d'Hollywood. Puis pendant presque un an, il a fallu qu'elle regarde les photos avant d'aller dormir pour se convaincre que c'était juste du cinéma. Elle s'était jurée qu'un jour elle allait devenir actrice, puis que jamais elle allait faire peur aux enfants en jouant dans des films d'horreur. LOL! Ça me rappelle un peu moi quand j'avais à peu près ça 8 ans. Mais moi j'ai pas été traumatisé par Freddy. J'ai été traumatisé par Jason. Puis pas parce que j'ai regardé un des films. Parce que j'ai joué au jeu NES avec un de mes amis de l'époque. Je niaise pas, j'en ai même fait des cauchemars. J'étais sûr que Jason était dans mon garde-robe, puis il a fallu que je dorme à peu près une semaine avec une veilleuse. Ça doit être pour ça qu'aujourd'hui je suis pas capable de dormir si la porte du placard est ouverte. Damn you, LJN! Bon, j'ai presque fini de parler de tout ce que je voulais parler dans mon vidéo. Mais malheureusement, je fais face au même obstacle que les scénaristes. Comment je finis ça? Eux, ils ont eu plusieurs idées de comment finir leur film. Comme celle où un trou géant se formait au fin fond de Crystal Lake, puis drainait le lac en entraînant dans le courant Freddy puis Jason qui se retrouvaient en enfer face à Pinhead de la série Hellraiser. Ou un autre où une main géante démoniaque sortait du sol puis agrippait le duo diabolique pour les emmener en enfer. Finalement, c'est Ronnie Yu qui, inspiré d'Apocalypse Now, a eu l'idée de la fin où Jason sort de l'eau, tête de Freddy à la main. Robert Shea a trouvé l'idée parfaite, mais il voulait juste rajouter un petit détail. Que Freddy fasse un clin d'œil à la caméra. Après ça, c'était dans la boîte, comme on dit. Une fois le film terminé, New Line est entré en mode promotion. En plus des trailers, des affiches, des billboards, des bandes-annonces à la télé, Freddy et Jason participaient à une conférence de presse style pré-combat de boxe, avec la pesée pis tout. Mais c'est clair qu'ils faisaient pas partie de la même catégorie. Freddy, c'est loin d'être un poids lourd, il s'apparente pas mal plus à un poids plume comparé à Jason. Ça, à mon humble avis, c'est une des meilleures promotions qu'il y a eu pour un film d'horreur. Ensuite, 20 soirs de première, qui, en passant, était la première fois qu'un film mettant en vedette Jason Voorhees avait droit à une soirée pareille. Mais c'était mérité. Freddy vs. Jason, un film fait par des fans, pour des fans, a récolté près de 115 millions au box-office mondialement. C'est plus que ce que n'importe quel film des deux franchises a réussi à rapporter. Sauf le remake de Nightmare, qui lui a fait genre 1 million de plus. Après un succès aussi énorme, une suite se faisait évidemment attendre. Puis attendre. Puis attendre. Jusqu'au jour où, finalement, des rumeurs d'un crossover avec Ash the Evil Dead ont commencé à faire surface. Le but était que cette fois-ci, les deux croque-mitaines aient un adversaire de taille. Un vrai héros contre qui se battent. Quand j'ai entendu ça, j'ai juste capoté. J'espérais tellement que ce soit vrai, mais ça n'a pas pris de temps que les rumeurs ont été vite niées, puis le projet d'une suite est tombé à l'eau. Mais la suite existe. Oui, mais juste pas en film. En format bande dessinée. La BD continue l'histoire là où le film l'a laissé. Puis ça donne une pas pire bonne idée de ce que la suite aurait pu être. C'est vraiment bien. Puis en plus, les dessins sont beaux, puis ça se lit vite. Même 13 ans après sa sortie, Freddy vs. Jason reste un de mes films préférés. Étant donné que c'est le premier que j'ai vu des deux franchises, c'est sûr que mon opinion est biaisée, mais sérieusement, c'est 1h30 de pur fun. Le sang gicle, des membres sont arrachés, Kelly Rowland de Destiny's Child meurt violemment. Puis le combat entre Freddy et Jason à la fin vaut crissement la peine. Freddy vs. Jason est un film très important, autant pour moi que pour le cinéma. Il a ouvert la porte à Alien vs. Predator, qui lui a ouvert la porte à probablement une chier de films merdiques comme Boa vs. Python, Ginger Dead Man vs. Evil Bong, Mega Shark vs. Giant Octopus, Mega Shark vs. Mecha Shark, et j'en passe. En passant, c'est tous des films qui éventuellement vont être critiqués pour le crap of the crap. Encore une fois,
Merci à tous pour les bons commentaires. Puis si vous avez aimé mon vidéo, gênez-vous pas pour y laisser un petit thumbs up. Puis si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à ma chaîne.